Chers amis, bonjour. Nous sommes ici pour la 3e table ronde du symposium commun Club francophone d'éco-endoscopie, Société française d'endoscopie digestive, avec 4 présentations de 15 minutes, 2 qui vont aborder des problèmes de thérapeutique éco-endoscopant guidé, et 2 qui vont aborder, pour l'une, du diagnostic, et pour l'autre, quelque chose de très intéressant, comment se former en éco-endoscopie digestive. On va commencer par Fabien Fumex, de Jean Mermoz à Lyon, qui va nous parler des prothèses dans les collections pancréatiques. Merci et bonjour à tous. Donc effectivement, on va commencer par ce premier sujet. Est-ce qu'en 2020, les choses ont évolué un peu par rapport au drainage endoscopique des collections pancréatiques, et notamment avec l'arrivée des prothèses d'apposition métallique? Donc je vais essayer de vous expliquer ça, vous donner les données récentes de la littérature et puis mon avis personnel. Alors j'ai un petit conflit d'intérêt sur cette présentation puisque je suis consultant pour Boston, mais j'essaierai bien entendu de rester tout à fait objectif. Un petit rappel sur la définition des collections pancréatiques. Vous savez qu'on distingue, selon la classification d'Atlanta, 2 collections principales. Les pseudokystes simples, qui sont en grande partie liquidiennes, et qui viennent des collections aiguës, post-pancréatite aiguë. Pour ces pseudokystes, ils évoluent en général après 4 semaines, comme les collections nécrotiques. Et il faut savoir aussi que la moitié d'entre eux vont régresser spontanément. Certains vont se compliquer soit par des compressions locales, soit par des infections, et plus rarement par des phénomènes hémorragiques. La deuxième catégorie de ces collections sont la nécrose pancréatique. Et ces nécroses peuvent s'infecter, ce qui va bien entendu modifier le pronostic des patients, car en cas d'infection de nécrose, la mortalité reste élevée, autour de 25 à 30%. Ces 2 entités ne sont pas toujours très distinctes l'une de l'autre, parce que vous allez avoir des collections dites pseudokystiques qui sont parfois le siège de nécrose, et je vous montrerai tout à l'heure 2 vidéos qui illustrent ceci. Quelle est la place du drainage endoscopique en 2020? Les choses sont relativement simples maintenant. Pour les pseudokystes, je crois que tout le monde sera d'accord pour dire qu'il n'y a pas d'alternative actuellement pour des collections accessibles au traitement endoscopique de ces collections liquidiennes, en tenant compte du fait que vous avez souvent des fistules pancréatiques également associées avec ces pseudokystes qui peuvent parfois être prises en charge chirurgicalement dans un second temps. Au niveau de la nécrose, on a plusieurs travaux majeurs de ces 10 dernières années. On sait maintenant qu'il ne faut plus opérer en chirurgie ouverte ces patients et favoriser des approches mini-invasives, soit par célioscopie chirurgicale, des débridements rétropéritonéales, soit par voie endoscopique. Vous avez plus récemment l'avènement des techniques de nécrose endoscopique, et cette nécrose endoscopique a été également comparée avec des abords mini-invasifs de type chirurgical, célioscopique ou radiologique, et on sait qu'on fait au moins aussi bien que ces techniques mini-invasives, avec peut-être un petit avantage en termes de durée de séjour et peut-être moins de fistules pancréatiques. Donc la nécrose endoscopique reste tout à fait valable. Au niveau des prothèses, il n'y a pas beaucoup de choix actuellement. Vous avez toujours les fameuses prothèses Pictel plastiques, dont on rediscutera ensuite, et les fameuses prothèses d'apposition, de survenue plus récentes, qui ont l'avantage de pouvoir être positionnées en un seul geste, si je peux dire, et qui ont remplacé nos fameuses prothèses Diabolo, dont on se sert maintenant plus, qui étaient des prothèses métalliques plus longues, couvertes, avec des collerettes larges, qui ont, pour l'instant en tout cas pour lesquelles moi je ne me sers plus. Quels sont les éléments décisionnels pour le drainage, pour le choix entre une prothèse plastique ou métallique? Avant tout et surtout, j'allais dire, c'est la situation clinique de votre patient. Soit vous êtes face à une collection pseudokystique simple, liquidienne, et dans ce cas-là, on vous demande simplement en un geste de faire vider cette collection. Soit vous êtes devant une nécrose, et peut-être que vous aurez besoin derrière d'aller faire des séances de nécrosectomie endoscopique, et la situation est différente sur le choix de drainage. Les autres éléments de décision sont la technique de pose, à quoi vous êtes habitué, et comment poser vos prothèses, on reverra ça un peu plus tard, et puis surtout les résultats de ces 2 types de prothèses, métalliques ou plastiques, sur l'efficacité immédiate du drainage, et puis bien entendu les complications de ces 2 techniques propres.
Sur la technique de pose, les prothèses plastiques, c'est une technique qui est bien connue, qui n'est pas très très simple, il faut quand même avoir un peu l'habitude. Il faut une ponction, un cystostome pour créer le trajet de kystogastrostomie, parfois dilater, mettre en place 2 fils guides, et en général 2 prothèses plastiques pigtail. Personnellement, j'utilise 2 prothèses de cette French, et dans la majorité des cas, c'est bien suffisant. C'est une procédure qui est plutôt plus coûteuse que les prothèses métalliques, compte tenu du matériel que vous devez utiliser. Les prothèses d'apposition, c'est une technique qui est finalement plus simple après une formation. Il faut quand même être formé à cette technique qui est particulière. Soit vous utilisez une technique de ponction directe, en utilisant la section de l'aiguille, de la prothèse, pardon, soit en 2 temps avec une ponction première, puis l'insertion de la prothèse d'apposition. C'est plus rapide, ça c'est certain, c'est moins coûteux, même si ces prothèses ont leur propre coût, et ça facilite, c'est peut-être l'un des avantages principaux, l'accès à la cavité nécrotique si des séances de nécrosectomie sont nécessaires ensuite. 2 exemples, puisqu'on est quand même sur le congrès d'écho-endoscopie. Donc une collection qui est très nécrotique, et vous voyez que c'est pas toujours très facile à repérer cette nécrose, notamment les parois. Celle-ci est très peu liquidienne, et on se servira de cette composante liquidienne qui est minoritaire pour pouvoir accéder à cette collection. Un deuxième exemple sur une collection post-chirurgicale, pour le coup, qui était censée être purement liquidienne. Mais vous voyez qu'en échoendoscopie, cette collection n'est pas purement liquidienne, qu'il y a beaucoup de densité à l'intérieur. Et même dans le fond des débris nécrotiques, j'étais parti au départ pour un drainage par prothèse plastique, et finalement, j'ai fait le choix plutôt d'un drainage par prothèse d'apposition du fait de cette nécrose et de la nécessité probablement d'y retourner derrière. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Quels sont les résultats des prothèses d'apposition? Je vous renvoie à cette étude qui est récente, qui est de bonne qualité. C'est une étude rétrospective, comme beaucoup de ces études sur ces prothèses, mais qui a l'avantage des multicentriques internationales et qui va regrouper 304 patients avec une nécrose ou une lésion pseudokystique traitée par prothèse d'apposition. Première information, on a un très bon succès technique sur la pose de ces prothèses, de près de 97%, et également un très bon succès clinique aux alentours de 90% également. Ce qui est plus intéressant, ce sont les complications, car vous savez qu'on a beaucoup parlé des complications, notamment hémorragiques de ces prothèses d'apposition. Vous voyez quand même que le taux de complications est relativement élevé. On est quasiment à 24-25%, donc 74 des 304 patients, mais que la complication la plus fréquente est effectivement le risque d'hémorragie, qui concerne quand même 7% des patients, dont 3 hémorragies sévères qui ont nécessité des réinterventions, notamment radiologiques. Une autre information que nous amène cette étude, que je trouve encore une fois assez intéressante, vous voyez que le risque de saignement, on avait dit qu'il survenait plutôt après 4 semaines, et on avait recommandé de retirer ces prothèses d'apposition au bout de 4 semaines, mais vous voyez que plus de la moitié de ces complications hémorragiques sont finalement survenues dans les 15 premiers jours, et ça remet peut-être en cause cette idée de retirer les prothèses à 3 ou 4 semaines. Les autres complications sont assez communes, c'est le risque d'infection, qu'on peut voir également avec les prothèses plastiques, et puis plus tardivement les problèmes de migration ou d'occlusion des prothèses métalliques. Si on regarde en multivarié ce qui va favoriser les complications, finalement il n'y a pas grand-chose qui sort, mais la nécrose est un facteur de risque indépendant d'avoir une complication. C'est pas très étonnant, on sait que ces nécroses se surinfectent plus fréquemment et qu'elles sont plus vascularisées que les pseudokystes, donc vous avez plus de complications. Et on retrouve sur le diagramme de droite, si vous regardez la courbe orange, c'est le risque de saignement. Vous voyez que ces saignements surviennent dans les premiers jours de la pose de la prothèse d'apposition. Le raisonnement d'ensuite, c'est de savoir est-ce que je fais mieux avec mes prothèses plastiques ou je fais mieux avec mes prothèses d'apposition. Il nous fallait donc des études comparatives. C'est pas très simple parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études, il y a peu d'études randomisées prospectives, et quand c'est comme ça, on se réfère aux méta-analyses, donc 3 méta-analyses principales, dont 2 assez récentes. Vous voyez qu'on est sur des petits volumes de patients et que la plupart de ces méta-analyses regroupent à peu près les mêmes études. Qu'est-ce que ça nous apporte? En termes de succès technique, il n'y a finalement pas de différence entre la pose de prothèse pigtail ou la pose de prothèse
d'apposition, avec un succès clinique qui est plutôt bon dans ces deux groupes. Au niveau du succès clinique, on est sur les mêmes constatations. Il n'y a pas de différence entre les prothèses métalliques ou plastiques, avec un petit avantage pour les prothèses métalliques, mais qui n'est pas significatif. Et autre information importante, il n'y a a priori pas de différence dans les drainages entre de la nécrose ou les pseudokystes. En termes de complications, si on regarde les complications en général, il n'y a pas non plus de différence entre un drainage par prothèse Pictel ou un drainage par prothèse métallique d'apposition. Et vous voyez que dans les deux groupes, on est quand même sur des taux de complications assez élevés, aux alentours de 20% pour simplifier. Si on regarde plus en détail, par contre, vous voyez que à nouveau, on retrouve ce risque, ce surrisque hémorragique avec les prothèses d'apposition, 12% versus 2% contre les prothèses plastiques, et un surrisque pour les prothèses plastiques d'infection, le taux de migration étant relativement similaire. Pour conclure, donc finalement les recommandations en 2020 n'ont pas tellement bougé par rapport à ce qu'on avait déjà dit avant. Je crois que pour un pseudokyste simple, liquidien, sans arrière-pensée pour de la nécrose interne ou un geste ultérieur, il faut en rester sur un drainage par prothèse Pictel, essentiellement parce que vous vous dédouanez du risque hémorragique des prothèses d'apposition. Et également en tenant compte du fait que dans ces pseudokystes, vous avez un certain nombre de fistules pancréatiques sous-jacentes qui vous amèneront peut-être à laisser en place ces prothèses plus longtemps que prévu. Pour la nécrose pancréatique, personnellement, je pense que les prothèses d'apposition nous amènent quand même un confort pour les séances de nécrosectomie ultérieure, mais c'est tout à fait valable encore en 2020 de traiter la nécrose pancréatique par un premier geste en mettant en place des prothèses de type Pictel. Personnellement, je mets des prothèses d'apposition car ça me facilite beaucoup et grandement les nécrosectomies ultérieures, mais il faut accepter ce risque hémorragique d'environ 7-8% qui est connu. Si vous mettez des prothèses d'apposition, ce qui est certain, c'est qu'il vous faut un scanner avant de drainer vos collections pour être certain que vous n'ayez pas déjà de pseudo-anévrisme ou de choses qui vous feraient contre-indiquer ces prothèses d'apposition. En faire un après a été aussi proposé, c'est certainement utile. D'une part pour voir si votre collection a évolué favorablement et éventuellement retirer la prothèse plus tôt que prévu, et surtout voir ses rapports avec d'éventuels gros vaisseaux derrière. Ce qui est plus discutable maintenant, je pense, c'est effectivement est-ce qu'il faut retirer ces prothèses vraiment avant 4 semaines, en sachant que de toute façon vous aurez la plupart de ces complications hémorragiques avant. Bon, la question reste ouverte. Par prudence, il est toujours recommandé, je pense, de laisser ces prothèses en place le moins longtemps possible. Voilà, je vous remercie. Merci Fabien. Donc oui, moi c'est le retrait de la prothèse d'apposition qui m'intéresse. On disait qu'il fallait absolument les sortir avant 3 semaines ou 4 semaines parce que c'était là qu'il y avait le risque. Maintenant, on a cette grande série qui dit non, non, ça arrive beaucoup plus tôt. C'est très embêtant. Parce que 3-4 semaines, ça s'y prêtait très bien. Tout à fait. 3-4 semaines, ça nous arrangeait assez bien parce qu'on pouvait avoir fini les séances de nécrosectomie. Voilà. Pour les pseudokystes, si on drainait les pseudokystes de cette façon-là, ils étaient pour la plupart du temps déjà affaissés et finalement ça nous allait bien. Alors c'est sûr que cette étude nous arrange pas trop, comme tu dis, parce que voilà, on voit que ces complications hémorragiques semblent arriver, en tout cas sur cette série-là, plus tôt qu'on pensait, 8-10 jours, enfin en tout cas là, pour la majorité avant 15 jours. Je crois qu'on va devoir se résoudre à accepter ce risque hémorragique ou à ne plus drainer par des prothèses d'apposition. Ce qui est un peu dommage parce que on est quand même sur des procédures plus simples, certainement un peu plus sécurisantes, un drainage tout de même si ça n'apparaît pas clairement dans les études, mais vite efficace, notamment sur des collections infectées. Donc je crois qu'il va falloir accepter ce risque hémorragique, en tout cas en prendre conscience, le savoir, on le savait déjà, mais accepter qu'on va avoir un certain nombre de patients qui vont saigner. Il n'y a quand même eu aucun décès quand même dans ces hémorragies, avec même sur ces hémorragies sévères, des procédures vasculaires qui ont permis de récupérer les choses. Oui, peut-être l'utiliser plus dans la nécrose infectée, où c'est vraiment le patient est en sepsis grave et on veut une efficacité instantanée. Enfin, je veux dire, et donc dans ce cas-là, la position c'est peut-être vraiment ce qu'il faut faire. Et dans les autres cas, peut-être en fonction de l'importance de la nécrose. Quand il y a beaucoup de nécrose, probablement utiliser la prothèse d'apposition. Quand il n'y en a pas beaucoup, probablement peut-être revenir vers les plastiques. Enfin, tu vois. Oui, je crois qu'il faut trouver le juste milieu.
Pour moi, encore une fois, la nécrose, d'autant plus si elle est infectée, est quand même une bonne indication de problème d'opposition. Je crois que ça, tout le monde sera d'accord. À partir du moment où il va y avoir derrière des manœuvres endoscopiques de nécrosectomie. Et un radiologue interventionnel à disposition. À disposition, mais oui, ça, c'est préférable. Très bien, merci. Alors on passe à du diagnostic. Gilles, spécialiste de l'endométriose, donc intérêt de l'écho-endoscopie dans le bilan préopératoire. Merci au conseil d'administration de m'avoir convié à disserter comme ça sur écho-endoscopie et endométriose. Alors vous avez le titre en bleu qui m'a été proposé et les ajouts qui ont été apportés, au nombre de 3. Tout d'abord pour signaler qu'on va être dans le contexte de l'endométriose profonde, puisque c'est ce phénotype-là qui va être responsable des infiltrations rectales et sigmoïdiennes. Ensuite, on va parler non pas seulement d'écho-endoscopie rectale, mais d'écho-endoscopie rectosigmoïdienne. On va voir que c'est important. Et enfin, si on va décrire comment faire la technique, c'est le vif du sujet, on va aussi préciser pourquoi il faut la faire dans ce contexte du bilan préopératoire de l'endométriose pelvienne profonde. Voilà, donc je n'ai pas de conflit d'intérêt sur ce sujet, et voici les quelques précisions préliminaires. Donc la définition de l'endométriose pelvienne profonde, un petit peu obscure, mais il faut savoir que c'est une infiltration à plus de 5 mm en dessous du péritoine, avec une appétence particulière pour les structures musculaires et tendineuses proches. Pratiquement pour nous, c'est des patientes qui ont un destin vraiment difficile, des symptômes invalidants et des difficultés thérapeutiques qui nous amènent à travailler en collégialité. Alors l'endométriose pelvienne profonde, elle peut se développer dans les compartiments du pelvis, médian, antérieur, postérieur, et c'est dans le compartiment postérieur qu'on va trouver les atteintes rectales, sigmoïdiennes, de la cloison et l'adénomiose, qui, je vous le rappelle, est la présence d'endomètre dans le myomètre. La définition de l'atteinte colorectale, eh bien, une diapositive histologique le montre bien. On est dans l'épaisseur de la paroi digestive. Ce sont des structures glandulaires, volontiers micro-hémorragiques, entourées d'histiocytes, de fibrose collagène et d'hypertrophie des faisceaux musculaires. Écho-endoscopie, on a dit rectosigmoïdienne, parce que bien sûr, on va explorer le rectum, le sigmoïde. On va compléter tout ça avec un examen endoscopique et pour nous, les écho-endoscopes radiales flexibles sont probablement les ustensiles les plus appropriés. Alors pourquoi faire l'examen dans ce contexte du bilan préopératoire ? Il faut savoir que les indications opératoires ont beaucoup évolué ces dernières années et qu'il n'est plus recommandé de faire une intervention pour un seul motif diagnostique, de sorte que la chirurgie va se placer en second lieu, probablement après des traitements médicaux qui sont impossibles ou qui ont échoué d'emblée ou après un échappement. Ces examens vont vous être demandés au décours ou avant une RCP, dont on voit en bas et à droite, c'est une étude lyonnaise, que ces RCP vont croissantes au fil des années et qu'elles modifient résolument le choix thérapeutique qui avait été initialement porté. Si on s'attarde quelques secondes sur l'algorithme à gauche qu'on doit à Abrao, une équipe brésilienne, et qui consiste à choisir le traitement pour des endométrioses pelviennes profondes avec atteinte digestive hyperalgique. Si on est très douloureux, colonne de gauche, on va aller vers la chirurgie. Si on a une douleur à peu près supportable, on va aller vers un traitement médical qui sera soit suffisant, soit qui nous amènera vers la colonne de gauche pour un traitement chirurgical. Dès lors, les questions vont fuser et les écho-endoscopistes sont requis pour répondre. Ce sont les 3 cercles rouges. On va démontrer s'il existe bien sûr une lésion, quelle en est la taille, est-ce qu'elle est multiple et quelle en est l'extension en profondeur. Tout ça permettra un choix thérapeutique approprié du geste digestif qui sera réalisé. Et on voit qu'il y a ces gestes comme la résection segmentaire, la plus classique, qui est réservée aujourd'hui aux atteintes multiples, haut situées, de grand diamètre et transpariétales, tandis qu'à gauche, vous avez des techniques plus moins importantes qui vont soit faire des nodulectomies, soit des shavings, c'est-à-dire un pelage de la paroi. Alors maintenant, on est dans le vif du sujet. Comment on va réaliser cet examen? Et on a beaucoup d'expérience, certaines équipes françaises, et on a vraiment compris que ce qui était important, c'est vraiment de travailler dans une ambiance extrêmement bienveillante. La qualité de l'accueil, les médecins bien sûr, et toutes leurs équipes doivent être vraiment prêts à cela, écouter, rassurer, expliquer ce qui va être fait, pourquoi cela est fait et quels résultats sont attendus. L'examen est fait après un lavement normacol la veille et 2 heures avant l'examen, en position de décubitus dorsal.
C'est le petit schéma en haut à droite où on voit l'opérateur face à son écran et son clavier, mais également en mesure de converser avec la patiente, de répondre à ses questions. Le petit point bleu à droite, c'est l'assistant ou l'assistante qui également va converser avec la patiente et qui va vous passer les seringues d'eau et éventuellement la pince à biopsie, tout ce qui est nécessaire pour réaliser des examens complets. Préparation, on l'a dit, normacol, anesthésie générale nécessaire dans certains cas particuliers, et notamment une indication qui se développe, c'est le couplage entre une coloscopie et une écho-endoscopie rectale dans le cadre de protocoles. Et à ce moment-là, on aura une anesthésie générale et on aura bien sûr une préparation par du PEG. Il est important de progresser sous contrôle échographique, ne pas insuffler pour ne pas nuire à la tolérance de l'examen et pour obtenir des images de grande qualité. Donc de la gauche vers la droite et de bas en haut, vous avez les différents repères, c'est-à-dire le canal anal, la jonction anorectale avec le faisceau puborectal du muscle élévateur, le rectum que vous allez remplir d'eau, et puis vous ferez une petite pause à la jonction recto-sigmoïdienne pour passer cela de façon la plus appropriée. Donc le béquillage, l'instillation d'eau, l'inspiration éventuellement de la patiente, et on va passer en douceur et se retrouver dans le côlon sigmoïde jusqu'au niveau du promontoire matérialisé par les gros vaisseaux, c'est l'avant-dernière diapositive photo sur la gauche, et puis on verra les variantes avec notamment l'axe iliaque gauche sur la photo la plus en haut à droite. Le temps endoscopique doit être différé, c'est-à-dire il doit être fait le plus tard possible sans insuffler, et il est absolument nécessaire, non pas tant pour visualiser des images d'endométriose importantes, elles ne sont présentes que dans 5% des cas, ces formes transpariétales, mais plutôt, on voit à gauche, pour rechercher des anomalies mineures de relief, de coloration, qui peuvent faire évoquer une atteinte sous-muqueuse. Et puis, on le sait depuis le travail brésilien qui avait été fait et publié en 2006, il y a 15% de lésions associées, c'est un petit peu l'idée que nous en avons dans les différentes équipes, essentiellement des adénomes, et puis également des colites inflammatoires qui peuvent expliquer au moins en partie les symptômes dont souffrent ces patientes. Alors, avant d'étudier précisément les parois digestives et puis de bien connaître la sémiologie de l'endométriose rectale et sigmoïdienne, il vous faut quelques rudiments d'échographie gynécologique. Donc, à gauche de cette diapositive, on a des images d'ovaires en haut et à gauche. C'est assez spectaculaire. La patiente avait eu une stimulation 24 heures avant. Les ovocytes sont là en grand nombre et de grande taille. Plutôt des ovaires d'apparence normale. Et en bas, on est à gauche, on va rechercher les endométriomes sous la forme de kystes en verre dépoli. Alors il y a des petites formes. Et puis en bas, vous avez cette forme caractéristique des deux ovaires, siège d'endométriome, réalisant ce qu'on appelle le kissing ovaries. Donc si vous allez un petit peu à droite et en haut, vous avez le corps utérin, bien sûr, et puis le col, un peu plus bas. Et puis la dernière photographie en bas à droite, ce sont des nodules profonds qu'il faut apprendre à reconnaître et à travailler la paroi digestive à leur contact, puisque c'est à partir de ces nodules profonds que l'on a des envahissements. Donc voilà un film et une sémiologie où vous voyez tout de suite en haut à gauche l'endométriome ovarien gauche. On va en prendre les dimensions. À son contact, on a une image que vous allez reconnaître, qui est un épanchement liquidien du cul-de-sac de Douglas. Voilà. L'utérus, on le voit, c'est le corps utérin à droite de l'image. De façon très fugace sur la gauche, on a vu passer un endométriome ovarien gauche. Et puis on va lentement retirer le transducteur d'échographie en étudiant les parois digestives. On voit le col utérin et la vessie. Les parois digestives maintenant, je ne vous fais pas l'injure ou l'affront de vous rappeler la sémiologie en 5 et 7 tuniques. Au fond, il faut savoir étudier la paroi dans toutes les positions, c'est-à-dire position optimale, le faisceau est bien perpendiculaire à la paroi, mais il faudra chercher des segments qui sont situés bien au-delà du rectum. Et vous avez en bas et au milieu cette image où l'on peut déployer le sigmoïde avec l'instillation d'eau et bien suivre la musculeuse sur plusieurs centimètres. On va travailler essentiellement sur la face antérieure du rectum, sur les faces antérolatérales du haut rectum et sur les faces latérales du sigmoïde où siègent les principales localisations digestives. Et puis en bas à droite, vous avez une image très exceptionnelle d'une endométriose marquée par un épaississement de la paroi, c'est la musculeuse, et puis au contact, un polype épithélial qui s'était avéré être un cancer avec atteinte de la sous-muqueuse. Autre séquence pour vous montrer que l'étude des parois, c'est avant tout l'étude de la musculeuse, cette tunique noire que l'on va étudier partout,
par de multiples passages, en variant les fréquences. Pourquoi cette insistance? Parce que la valeur prédictive négative de la technique est bonne et que si vous avez vu une musculeuse normale tout au long de votre examen, vous pouvez raisonnablement penser qu'il n'y a pas d'infiltration du rectum et du sigmoïde, au moins sur les segments que vous avez pu atteindre. Donc voilà maintenant ce que donne l'infiltration endométriosique de la paroi digestive. Au milieu, en haut, une petite lune noire comme ça, c'est une atteinte typique. En bas, la même, mais avec un piqueté hyperéchogène qui témoigne du caractère fibrotique et on est au contact d'un nodule profond que vous voyez sur la droite du cliché. À gauche, vous avez une infiltration caractéristique de la musculeuse. Et puis vous avez d'autres atteintes comme en haut à gauche au contact d'un endométriome que vous reconnaissez. Et à droite pour vous montrer que l'on va prendre des mesures d'épaisseur, de circonférence, de degrés sur la circonférence. Et puis on étudiera également la distance entre le pôle inférieur de la lésion et le plancher pelvien. Donc voilà une séquence dynamique où, tout près du transducteur, en bas à droite, vous avez l'épaississement hypoéchogène. On en prend les dimensions, vous voyez, en épaisseur et également le diamètre. Et puis au contact, en avant, on a un corps utérin qui est d'allure fibromyomateuse et une image liquidienne intermédiaire qui correspond à un épanchement liquidien du cul-de-sac de Douglas et un hydrosalpinx. Autre séquence, le transducteur est bloqué, il y a une sténose et à travers la sténose, on voit ce segment sigmoïdien qui, pour la moitié de la circonférence, est rempli de cette infiltration qui n'a pas pu être atteinte par l'endoscope, mais dont on peut prendre les dimensions. Alors, on verra également d'autres aspects, comme des adénopathies qui ne sont pas rares, mais dont on ne connaît pas la signification pathogénique. On verra les épanchements du cul-de-sac de Douglas, et on en précisera l'importance, minime, moyenne ou importante, et parfois de véritables ascites sont possibles. On déterminera le nombre des atteintes, et on différenciera les atteintes rectosigmoïdiennes multifocales quand la distance entre les deux plus éloignés est de moins de 2 cm est multicentrique lorsque cette distance est de plus de 2 cm. Et vous avez sur le cliché à droite, le transducteur est bloqué à la jonction rectosigmoïdienne et sur le même cliché, vous voyez les deux atteintes espacées. On cherchera les atteintes sigmoïdiennes isolées. On voit, ce sont les clichés en bas, à gauche au contact d'un nodule profond. Ensuite, on voit au contact de l'ovaire gauche. Et puis la flèche rouge, vous voyez, cet épaississement, il est sur un segment sigmoïdien suspendu. La sonde est bloquée un peu plus bas. Mais si l'on chemine un peu plus haut, on va se trouver face à l'épaississement et on pourra en prendre les dimensions d'une façon optimale. Autre situation, en haut à gauche, ce sont des nodules profonds. On en voit un là, il est juste adhérent à la paroi sigmoïdienne. Sur la droite, vous avez une patiente qui a déjà été opérée par le passé. On voit l'image de l'anastomose, elle a été bien pendant plusieurs années, puis les douleurs réapparaissent, posant la question effectivement de la récidive d'endométriose pelvienne profonde et ou de la récidive d'atteinte pariétale. Elles sont d'autant plus fréquentes que la chirurgie a été économe et effectivement sur les audrations, on voit qu'il y a plus de récidives après shaving qu'après résection segmentaire. Et puis en bas à gauche, c'est le début d'une véritable aventure puisque l'on voit un embryon chez cette patiente qui avait été vue pour une infertilité dans le cadre d'une endométriose pelvienne profonde. Voilà, donc pour conclure dans ce contexte préopératoire, la place de l'échoendoscopie rectosigmoïdienne, eh bien, soit l'atteinte digestive est connue et vous avez pour objectif d'en préciser les dimensions, de la certifier, de voir s'il y a eu ou non une augmentation de taille, soit elle est crainte ou suspectée sur des arguments cliniques ou d'imagerie, et à ce moment-là, soit vous allez l'exclure, on l'a dit, valeur prédictive négative, c'est important, soit vous allez en faire le diagnostic, et ça va conditionner, je dirais, l'organisation des équipes, l'information que l'on va donner à la patiente. Vous allez classer et participer à la classification avec les autres radiologues et les gens qui font de l'imagerie, et vous avez cette classification de Hansian, en haut à droite, la colonne C, c'est toutes les atteintes rectales, et la petite case F1, c'est les atteintes sigmoïdiennes. Nécessité d'un climat de confiance, c'est vraiment important pour ces patientes qui connaissent un destin assez difficile. Et donc, il faut que vous-même, opérateurs, et que toutes vos équipes soient vraiment dans cet état d'esprit. On réalise un balayage des parois, du rectum, du sigmoïde. On fait une description précise des atteintes digestives, description de l'anatomie pelvienne, qui est complémentaire de celle que va faire l'IRM et ou l'échographie. Et puis, le temps endoscopique, on l'a vu, n'est pas à négliger, puisqu'on peut effectivement orienter vers d'autres thérapeutiques, polypectomie ou traitement des colites inflammatoires associées. Je vous remercie. Alors, Gilles, une question, le temps pour une question. Actuellement, ton activité, toi tu es un spécialiste reconnu,
elle augmente ou elle diminue dans l'endométriose? Autrement dit, est-ce que les chirurgiens utilisent ton talent plus souvent ou moins souvent qu'il y a 5 ou 10 ans? Alors, une augmentation, parce qu'on avance en âge, nous autres, et que tous les internes, chefs de clinique, qui ensuite vont voler de leurs propres ailes dans différents hôpitaux, ont pris ce pli de demander, effectivement, en préopératoire, pour plusieurs raisons. La raison médico-légale n'est pas complètement exclue. Je dirais, ils demandent un examen, une cartographie préalable, pour pouvoir être beaucoup plus à l'aise dans leurs gestes et dans les explications qu'ils donnent aux patientes. D'accord. Et puis les RCP? Voilà. Parce que maintenant, il y a des RCP qui ont été stoppés un peu par le Covid, mais elles sont en train de se mettre en place dans toute la France. C'est une volonté gouvernementale du ministère. Et les RCP, qui dit RCP, dit expertise. Et ils veulent absolument, ce n'est plus le chirurgien dans son coin qui décide. Et donc, ils demandent de plus en plus d'écho-endoscopie colorectale. Mais c'est colorectal. Absolument. Voilà. Merci. Merci. Alors, on passe au sujet suivant. Geoffroy, tu es chargé de nous parler d'une technique, probablement de la technique d'écho-endoscopie thérapeutique la plus sophistiquée, la plus à risque, et voilà, l'anastomose gastro-jéjunale, ou en tout cas gastro-entérique, on va dire. Merci Laurent. Oui, c'est probablement la technique thérapeutique qui est la plus osée, en tous les cas en écho-endoscopie, et je vais essayer de vous donner quelques éléments nouveaux en 2020. Alors, ils ne sont pas forcément très nombreux parce qu'effectivement, les publications restent quand même peu fréquentes. Alors, un peu d'histoire, c'est toujours bon pour savoir où il faut aller, il faut savoir d'où on vient. Au milieu, vous reconnaissez mon maître, Marc Barthé, qui a fait une des premières anastomose gastro-duodénale par une technique hybride, une technique hybride NOTS, à laquelle j'ai eu la chance d'assister. En même temps, la même année, vous avez Mohamed Kachab, qui est un Américain, qui lui a décrit la technique d'abord direct sous écho-endoscopie, qu'il appelle DGE. Et puis, vous avez un Japonais, Takao Itoi, qui lui a produit un système avec des ballons occlusifs qu'il insère grâce à un cathéter à l'intérieur du duodénum pour pouvoir avoir une cible et pouvoir faire cette technique d'anastomose écho-endoscopiquement guidée. Donc ce sont les pionniers de la technique, et depuis on a avancé. Mais le point commun à tout ça, c'est quand même le système, la plateforme Autaxios en fait, qui est un stent d'apposition luminale qui permet en une seule étape d'insérer la prothèse, le cathéter de la prothèse à l'intérieur donc de la cible duodénum à travers la paroi de l'estomac, de larguer la collerette proximale puis la collerette distale. Si vous n'avez pas ce matériel-là, c'est impossible de réaliser une anastomose gastro-duodénale écho-endoscopiquement guidée. Ça tutorise en fait votre anastomose. Caractère fort, c'est la réversibilité de la procédure, puisqu'on peut enlever la prothèse après, ça peut se refermer. Et puis bien évidemment, le côté positif, c'est que vous allez associer l'innocuité de nos procédures endoscopiques bien connues avec l'efficacité d'une technique potentiellement chirurgicale. Alors, voilà ce que la situation initiale nous proposait en 2016-2017. Au tout début, les premières publications. Alors, vous pouvez vous rendre compte sur ce tableau qui est peut-être pas très lisible, mais je vais vous résumer ça. C'est qu'il y a très peu de malades dans les premières séries qui étaient toutes, bien évidemment, rétrospectives. Peu d'études, un très très haut niveau de technicité et d'expertise, ce qui explique bien évidemment cela. Et puis des résultats finalement qui étaient un peu trop beaux parce qu'on avait des succès cliniques et techniques supérieurs à 90% avec très très peu de complications. Donc, on est au courant que lorsqu'on fait des études rétrospectives, c'est toujours un petit peu ça au début du développement d'une technique. Et donc, depuis, je vais essayer de vous décrire ce qui se passe en 4 ou 5 ans de temps concernant le succès technique et notamment quelques astuces pour la technique de pause et nouvelles publications récentes. Concernant le succès clinique, je vais essayer de vous faire à nouveau un petit update sur les résultats globaux. On va parler aussi des indications éventuellement de leur élargissement. Et puis je vais vous parler inévitablement du comparatif avec les techniques chirurgicales de gastro-entérionastomose et la pose de prothèse duodénale. Alors si on doit parler de l'efficacité technique et clinique et des résultats globaux, on a quand même 3 méta-analyses qui sont disponibles et qui ont été publiées en l'espace de 2 ans. Bon, des méta-analyses qui concernent quand même peu de malades, un peu moins de 300 malades. Vous vous apercevez toujours que ça concerne des équipes qui sont des équipes expertes, ce qui explique des succès techniques et cliniques qui restent très élevés, des taux de complications qui restent très faibles, mais à nouveau on parle d'experts en la matière.
La complication probablement la plus fréquente, malgré tout, reste l'hémorragie, ce qui est un peu étonnant parce qu'on aurait pu croire que ce fût être la péritonite ou bien la migration. Ben non, il semble que ce soit l'hémorragie. Mais il y a toujours peu d'équipes concernées, toujours peu de malades, toujours énormément de technicité, mais il semble quand même, au travers de ces études rétrospectives, que les résultats soient reproductibles. Alors, si on doit chercher des facteurs prédictifs de réussite de cette gastro-entéroanastomose écho-endoscopiquement guidée, ben on s'aperçoit en fait que dans ce travail allemand qui est assez récent, la réalité est peut-être un petit peu moins belle, oui, parce qu'il y a des succès techniques autour de 80% pour une technique directe utilisée pour 22 malades d'anastomose gastro-duodénale. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les deux éléments qui ressortaient étaient d'une part la présence d'acide, qui est un facteur prédictif d'échec de l'anastomose, on pouvait s'y attendre, mais surtout, et de manière assez intéressante, la distance qu'il y a entre la paroi gastrique et la paroi duodénale pour poser votre prothèse d'apposition luminale. Donc ça, c'était une information assez récente et assez intéressante. Et c'est ce qu'on peut retrouver en pratique et dans notre expérience locale et régionale d'ailleurs. Alors, des nouveautés techniques pour justement éviter qu'on ait affaire à cette technicité trop importante et que la technique soit un petit peu plus utilisée dans d'autres centres, c'est peut-être d'amarrer la cible, en fait, le duodénum. C'est ça le point critique. Deux équipes chinoises ont récemment publié ces travaux. Alors, un travail pilote sur un modèle animal porcin et puis un travail pilote chez l'homme, avec ici un système de T-tag assez simple, avec une aiguille de 19 gauche, on va ponctionner le duodénum et l'amarrer avec un T-tag qui est largué à l'intérieur, juste pour tenir celui-ci et pour, lorsque l'on pousse le cathéter de la prothèse avant de la larguer, que le duodénum ou que le jejunum n'aille pas trop loin dans le péritoine et que l'on perde la cible. Alors voilà les résultats, évidemment sur des petits effectifs, avec des résultats qui sont toujours un petit peu trop beaux, mais ce sont les premiers obtenus. D'abord, pour le modèle animal, ce système d'amarrage était très efficace, semble-t-il, avec 100% d'efficacité. Et l'étude pilote de faisabilité chez l'homme, chez 10 patients dans ce travail chinois, était aussi assez élogieux, avec des temps moyens de procédure assez faibles, assez bas, de 30 minutes. Pas de complications. Il faut quand même se méfier de ces résultats. Ils sont beaucoup trop beaux. Il faudra voir quand même dans la vraie vie ce que ça peut donner. Mais la piste de l'amarrage est réellement importante. Et d'ailleurs, l'équipe de Marc Barthé, vous le savez, travaille beaucoup là-dessus aussi pour avoir un système qui nous permet de fixer le duodénum lorsqu'on va le ponctionner. Autre élément très intéressant, c'est peut-on élargir les indications aux sténoses bénignes. Vous savez que c'est une indication, c'est l'anastomose écho-endoscopiquement guidée chez les malades qui ont des sténoses tumorales, oui, mais est-il possible de les réaliser pour les malades qui ont des sténoses bénignes? Il semblerait que oui. Voici un travail de l'équipe de Todd Baron qui a repris sa série de malades, 22 patients présentant différentes étiologies de sténose bénigne, que ce soit des sténoses ulcéreuses, radiques et autres. Vous apercevez qu'on a à peu près les mêmes succès techniques, cliniques, de réalisation. Ce qui était très intéressant, c'est qu'il faut laisser la prothèse longtemps pour que l'anastomose se fasse. Au moins 8 mois de mise en place de la prothèse, qu'il faut parfois même remplacer. Vous apercevez aussi de manière assez intéressante que finalement la récidive de l'occlusion est très faible, autour des 5%, et qu'il y a peu de complications, peu de conversions chirurgicales, bien que parfois il y a quand même des petits ennuis comme des largages de la prothèse transcolique, des migrations ou des hémorragies, donc il faut quand même toujours avoir un certain niveau d'expertise pour pouvoir faire cette technique. Autre élément important, est-ce que la prothèse est efficace au long cours? Quel est le taux de réintervention finalement après anastomose écho-endoscopiquement guidée? Vous apercevez dans ce travail de l'équipe de Mohamed Kachab que finalement lorsqu'on met ces prothèses d'apposition luminale pour des anastomoses, pour des étiologies malignes, le taux de réintervention est uniquement de 11%, ce qui est quand même faible et qui, semble-t-il, est très intéressant pour l'avenir. Alors, on en vient inéluctablement à la comparaison de cette technique versus la pose de prothèse duodénale, qui est une technique ancienne que nous maîtrisons tous depuis longtemps lorsque l'on fait de l'endoscopie thérapeutique. Vous apercevez dans cette étude très récente également, comparative, rétrospective, entre la technique de l'anastomose écho-endoscopiquement guidée et la pose de stents duodénaux, que finalement, lorsqu'on met des stents d'apposition luminale, on a moins de réintervention, et puis on a un succès clinique initial qui est meilleur. Alors attention, ça reste une étude rétrospective, une des premières études rétrospectives, mais il semblerait que ces résultats soient également reproductibles. Autre élément, savoir si on est meilleur, moins bon ou équivalent à un chirurgien qui fait une gastro-entéroanastomose. Eh bien écoutez, voici
une méta-analyse très modeste qui contient en fait les résultats de 2 études rétrospectives, donc il faut toujours la prendre avec une certaine réserve. Mais il semblerait que le succès technique, oui, bien évidemment, soit meilleur pour nos collègues chirurgiens, qui eux font une vraie anastomose. Mais par contre, finalement, le succès clinique semble être assez comparable entre les 2 techniques, et surtout, il semble exister moins de complications lorsqu'on réalise une technique écho-endoscopique d'anastomose gastro-duodénale. Et ça, on peut le comprendre. Alors, j'essaie de vous tirer quelques conclusions. On avance lentement, et pourquoi? Parce que c'est une activité de recours, ça concerne des experts. On attend avec impatience certaines améliorations techniques qui pourront permettre d'avoir une plus large diffusion de la technique, on l'espère. C'est très clairement mini-invasif, c'est probablement meilleur que la prothèse duodénale, peut-être semblable à la chirurgie, peut-être moins morbide, et ça c'est intéressant. Les résultats en tous les cas semblent être reproductibles, même si ce sont des études la plupart du temps rétrospectives. On attend maintenant les études prospectives, et il y a notamment 2 études qui sont inscrites dans clinicaltrial.gouv, qui sont en train de comparer la pose de prothèse duodénale avec la pose de ces prothèses d'apposition pour les anastomoses, en randomisé et en prospective bien évidemment. Voilà, merci. Parfait. Une question, toi actuellement, tu inclus, il y a un protocole qui tourne en France ou il n'y a pas de protocole qui tourne en France? Il n'y a pas de protocole qui tourne en France sur ce sujet-là. Okay. Ce qui pourrait être regrettable, parce que je pense qu'on aurait les moyens de le faire. Et donc, toi, actuellement, quand tu as adénocarcinome, du crochet pancréatique, sténose du génus inferius, qu'est-ce que tu fais? Prothèse duodénale ou gastro-anastomose sur le 3e duodénum? Alors, on se rappelle de l'étude néerlandaise qui avait déterminé les facteurs prédictifs de réponse ou de bonne réponse aux prothèses duodénales de l'équipe de Janine Van Hoft et de Paul Fokens à l'époque. Et qui disait que lorsque les patients étaient très altérés, fatigués, on faisait du stenting duodénal parce que l'espérance de vie était autour de 1 à 2 mois dans ce contexte-là. Et que pour les autres malades, on était chirurgical potentiellement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on aurait tendance à tout résumer en mettant une prothèse d'apposition luminale avec une anastomose gastro-duodénale, parce qu'on combinerait en fait les bons résultats des patients qui ont les meilleurs pronostics avec ceux qui ont les moins bons, pour éviter des réinterventions pour ceux qui sont moins bons, et pour avoir en fait aussi un confort de vie bon aussi pour ceux qui ont une meilleure survie, qui peuvent avoir une chimiothérapie. Ce d'autant que maintenant, les patients qui ont ce type de cancer, avec une sténose duodénale qui est en fait au premier plan et qui souvent révèle le cancer qui est mal placé en fait, il est au génus inferius, ils n'ont pas une survie de 2 mois, ils ont une survie prolongée, parce qu'ils vont avoir une chimiothérapie qui est assez régulièrement efficace, et quand la première ligne n'est pas bonne, on change, et souvent la deuxième est bonne, et donc c'est pas les chiffres que de nos amis hollandais qui avaient effectivement des résultats, les malades mouraient vite. C'est une étude de 2010, de mémoire publiée en 2010, donc il y a déjà un certain temps. Donc, toi, il faut avoir le niveau d'expertise. Ce qu'il faut bien comprendre quand même malgré tout, c'est qu'il faut avoir un niveau d'expertise quand même très important en échoendoscopie thérapeutique. C'est la technique la plus casse-gueule, entre guillemets, la plus difficile. Et il faut savoir gérer les complications éventuelles, surtout. Et donc, toi, les trucs, tu mets de l'eau? Alors, on met un drain nasobiliaire, ce qui a été décrit par l'équipe d'ailleurs de Jérémy Jacques à Limoges. Ils mettent un drain nasobiliaire. Moi, je fais ça et j'utilise la pompe pour remplir régulièrement avec du glucagon le duodénum. Ça le sidère un petit peu, ça donne une cible intéressante qui est bien visible et je fais de la technique directe. D'accord. Et ça facilite ta technique. Oui. Et tu penses que le TITAG va arriver vite, un bon TITAG? Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas si ça sera un TITAG, un fil guide dédié, spiralé, quelque chose comme ça. L'équipe marseillaise travaille très bien sur ce sujet-là avec Marc. Mais il va y avoir quelque chose qui va arriver, et quand on aura une technique d'ancrage, je pense que ça va permettre une très large diffusion de la technique. Et ça va lever cette incertitude qu'il y a lors de l'insertion du cathéter de la prothèse, qui est le moment le plus difficile, très clairement. D'accord. Ok. Merci. Alors, on passe au dernier sujet, c'est l'échoendoscopie, c'est assez difficile. La learning curve, elle est assez longue. Alors, la formation, tu es l'expert en formation du club francophone d'échoendoscopie. Alors, dis-nous tout ce que tu veux nous dire sur le sujet. Merci Laurent, c'est un sujet effectivement qui nous tient à cœur à Marseille et au club francophone d'écho-endoscopie, qu'il ne faut pas oublier. La formation en écho-endoscopie, c'est quelque chose de très long.
l'écho-endoscopie a démarré dans les années 80 et depuis a fait énormément de chemin, tant en diagnostic qu'en thérapeutique. Et nous allons voir justement la learning curve, comment elle évolue. Alors, qu'est-ce qui est important dans l'apprentissage de l'écho-endoscopie? Ce qu'il faut savoir, donc, c'est que la courbe d'apprentissage est très longue et les différentes sociétés américaines, anglaises ou européennes recommandent un certain nombre d'actes en écho-endoscopie pour devenir compétents. Les Américains recommandent de réaliser au minimum 150 procédures d'écho-endoscopie avant d'être compétents dans cette technique, dont 75 pancréatico-biliaires et 50 ponctions. Pour les Anglais, c'est au moins 250 procédures, dont 80 dédiées au cancer des tubes, 150 dédiées à la sphère bilio-pancréatique et au moins 75 ponctions avant d'être compétent. Et pour la société européenne, il faut faire au minimum entre 20 et 30 ponctions avant de devenir compétent dans cette technique. On sait tous que la valeur de l'écho-endoscopie est directement proportionnelle à la formation, à la compétence et à l'expérience de l'opérateur. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. L'expérience, on l'a quand on a réalisé au moins 200 à 250 procédures par an. Et la formation, il faut au minimum 6 mois dans un centre à haut volume d'écho-endoscopie. Haut volume, ça veut dire un centre qui réalise plus de 300 écho-endoscopies par an. Donc l'encadrement de la formation en écho-endoscopie est nécessaire pour améliorer la précision de l'écho-endoscopie. Le problème, c'est la disponibilité pour cette formation qui reste faible. Elle nécessite de grands centres et une formation de longue durée. Alors comment enseigner et former en écho-endoscopie? Il y a la formation théorique, sous forme de cours, de livres, la participation au club francophone d'écho-endoscopie ou à différents congrès comme Vidéo Digest. Pardon. Il y a la pratique, qui est le hands-on training, qui peut commencer sur simulateur, qui peut se faire sur un modèle ex vivo, et également sur l'animal vivant. Et quand on suit la courbe d'apprentissage et l'intérêt pour ces techniques, c'est que très vite, on démarre sur les simulateurs et très vite, on veut exercer sur l'animal vivant. Alors, le congrès du club francophone d'écho-endoscopie est une plaque tournante dans la formation à l'écho-endoscopie. Jusqu'à présent, c'est un congrès qui est annuel. Il alterne des cours théoriques et un live. Les cours théoriques sont sous forme de mise au point qui abordent tous les sujets de l'écho-endoscopie, aussi bien diagnostiques que thérapeutiques, avec des rappels anatomiques. Lorsqu'il y a du live, ça aborde également tous ces sujets, les rappels anatomiques, des cas relativement simples, des cas très compliqués. Donc ça regroupe une sphère très large pour l'apprentissage en écho-endoscopie. Les personnes qui participent à ce congrès, Jean-Michel Gaucho a fait une présentation il y a 4 ans qui montre que la participation au congrès du CFE est croissante depuis plus de 10 ans. Actuellement, on stagne aux alentours de 450 à 500 participants par an. La plupart des personnes qui assistent au congrès y participent une fois par an. Donc ce sont des personnes qui viennent régulièrement à notre congrès. Quand on leur a posé la question sur leur formation, la majeure partie d'entre eux se sont formés pendant leur activité professionnelle. Et la façon dont ils ont été formés, c'était essentiellement par le DU d'écho-endoscopie pour la moitié d'entre eux. Il y a eu aussi du compagnonnage, mais la majeure partie, la plaque tournante, ça reste le DU d'écho-endoscopie. Alors ce DU d'écho-endoscopie a été créé en 1993 sous la direction de Laurent Palazzo et Gilles Roseau. Et depuis 2004, il a lieu à Marseille sous la direction de Marc Barthé. Et ce DU qui est depuis 2004 à Marseille, il est sous l'égide du club francophone d'écho-endoscopie. Les objectifs de la formation au DU sont de former les gastro-entérologues à la pratique de l'écho-endoscopie digestive en maîtrisant l'anatomie échographique, les images échographiques normales, les images pathologiques, les bases histologiques. En connaissant les indications de l'écho-endoscopie, sa place par rapport aux autres méthodes d'imagerie, les possibilités thérapeutiques. Ce DU s'adresse aux gastro-entérologues ayant obtenu leur diplôme de gastro-entérologue. Donc les internes ne sont pas du tout concernés par ce diplôme.
Initialement, les promotions à Marseille étaient de 20 à 25 par année, et puis très vite, la demande a été forte, et actuellement, la limite par promotion est de 40 personnes qui y participent. Il s'agit d'un DU francophone. L'enseignement est réalisé en français et il s'adresse à des francophones. Vous avez ici toute une liste de pays qui participent régulièrement, aussi bien en Europe, au Maghreb qu'en Amérique latine. Le déroulement de cet enseignement au DU d'écho-endoscopie se fait sous forme de 2 sessions théoriques, une en novembre et une en janvier, de 5 jours chacune, et une session pratique composée de 4 groupes de personnes qui sont répartis chaque jour dans différents hôpitaux et cliniques à Marseille, à l'hôpital Nord, l'hôpital européen, l'IPC, Saint-Joseph, et une journée qu'ils réalisent à la faculté de médecine Nord, au CERC, pour s'exercer sur le modèle animal. Les enseignants sont pour un tiers d'entre eux universitaires et les 2 tiers sont non universitaires, avec la moitié des enseignants qui sont issus de structures privées, issus de la ville de Marseille, mais aussi hors Marseille. Et je tiens à remercier tous les enseignants, notamment ceux qui viennent du privé. Je vous rappelle, et quand on le dit aux étudiants, ça les surprend, que tous les enseignants ne sont pas rémunérés pour venir donner leur cours à ce DU. Les cours théoriques sont réalisés sous forme de mise au point, de bandes vidéo qui sont commentées, et il est abordé lors de ces cours théoriques les aspects de l'écho-endoscopie diagnostique, mais aussi l'écho-endoscopie thérapeutique. Le stage pratique, donc il se fait sous forme de groupes de 10 étudiants. Ils sont répartis dans 4 centres marseillais, une journée à l'hôpital public à l'hôpital Nord et 3 jours dans des structures privées dont je vous ai parlé précédemment, et une session qui a lieu à la faculté et au CERC, au laboratoire d'expérimentation animalière. Il y a 3 cochons. Chaque cochon, il y a une colonne d'écho-endoscopie linéaire qui regroupe les 3 firmes principales qui sont représentées par Fujinon, Olympus et Pentax, et les étudiants s'exercent à repérer les différentes structures anatomiques pour la première demi-journée. Et la deuxième demi-journée, ils s'exercent à l'aspect thérapeutique. Tout ça avec un enseignant à la table de chaque cochon pour leur montrer les différents gestes qu'ils doivent reproduire. Donc on leur montre, notamment pour la partie thérapeutique, les gestes de ponction, de cible et l'apprentissage de la technique de drainage de cavité. Une petite parenthèse pour parler du DU d'écho-endoscopie qui a ouvert cette année en Belgique sous la direction de Pierre Després et Abdennour Badawi. C'est un enseignement qui a lieu en Belgique. Il est réalisé en anglais. Il est ouvert depuis cette année et on leur souhaite une longue vie, aussi longue que le DU français. Alors, le DU d'écho-endoscopie, qui a lieu maintenant depuis plusieurs années, on a cherché à évaluer auprès des étudiants quel était le ressenti par les étudiants. Quand on leur a posé un certain nombre de questions qu'on a présentées avec Jean-Michel Gonzalez lors du dernier congrès du CFE, on leur a posé la question si l'enseignement théorique, sous sa forme actuelle, était suffisant ou pas. La majeure partie nous répondent que les 2 semaines de cours théoriques et la semaine de pratique est largement suffisante. L'aspect pédagogique qui est enseigné également, le retour, c'est un retour avec d'excellentes notes par les aspects qui sont enseignés, et également la pédagogie donnée par les différents experts, le retour, c'est d'excellentes notes également, entre 8 et 10. L'intérêt pédagogique de la semaine pratique, là aussi, on a une excellente note. Et l'intérêt est d'autant plus fort pour la journée qui a lieu au CERC pour l'expérimentation pendant la pratique sur l'animal. Alors, est-ce que le DU d'écho-endoscopie a aidé pour la pratique de l'écho-endoscopie pour débuter? La majeure partie nous ont répondu oui. Et quand on a posé la question avant l'inscription au DU, combien de personnes pratiquaient déjà de l'écho-endoscopie, seulement 50% ont pratiqué et 50% n'en pratiquaient pas. Et après avoir assisté au DU d'écho-endoscopie, la majeure partie des personnes
pratiquent l'éco-endoscopie. Donc, il y a un effet important de cet enseignement du DU d'éco-endoscopie dans l'apprentissage de cette technique. Maintenant, on va passer à la partie thérapeutique. Les personnes qui font la CPRE, est-ce qu'ils veulent se lancer à faire l'éco-endoscopie thérapeutique? La majeure partie ne répondent que oui. Et quand on leur a posé la question, le DU sous sa forme actuelle, est-ce que ça leur permet la technique, l'apprentissage de la technique de l'éco-endoscopie interventionnelle? La majeure partie nous répondent que non. Alors pourquoi c'est non? Et on va y réfléchir tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des modèles qui permettent de s'exercer à la partie diagnostique et à la partie thérapeutique? Un certain nombre de modèles ont été expérimentés, comme le simulateur, comme des modèles fantômes. Il y a des modèles ex vivo et il y a bien sûr le modèle sur l'animal vivant, sur le cochon. C'est ce modèle sur l'animal vivant qui a le plus de rendement positif, mais qui a aussi le coût le plus élevé, qui nécessite un laboratoire dédié à cela. Et puis, il y a des problèmes d'éthique qui peuvent se poser à la pratique sur ce modèle d'animal vivant. Il y a des modèles ex vivo qui ont été évalués. Dans cette étude, ils ont reproduit avec une imprimante 3D un arbre biliaire dilaté. Et ils ont demandé à des participants qui ont été répartis en deux groupes expérimentés à réaliser les gestes sous écho-endoscopie lorsqu'ils ont réalisé plus de 20 procédures dans leur apprentissage, et ceux qui sont moins expérimentés. La plupart d'entre eux nous répondent que ce modèle-là est très proche de la vraie vie, qu'il y a les mêmes difficultés que ce qu'on rencontre dans la vraie vie quand on doit réaliser des anastomoses entérogrades de type hépato-gastrique ou les anastomoses cholédoco-bulbaires. Un autre modèle beaucoup moins coûteux, aux alentours de $300 par des auteurs américains qui reprennent du côlon sigmoïde de cochon et de l'intestin grêle qui sont remplis de gélatine pour donner un aspect de collection, de nécrose, et qui sont accolés à l'estomac pour reproduire une collection à drainer. Et là aussi, ça a été évalué par différents experts lors de congrès internationaux. Et la majeure partie d'entre eux répondent que ça permet d'avancer dans l'apprentissage de la technique d'écho-endoscopie thérapeutique. Marc Barthé avait publié en 2007 le retour d'expérience de ce qui se fait au cercle sur l'animal vivant, en réalisant un pré-test auprès des étudiants qui s'entraînaient sur le cochon vivant, un pré-test où on leur demande de retrouver différentes structures anatomiques, les structures vasculaires, la glande pancréatique, de faire des gestes de ponction d'adénopathie et de faire des gestes de drainage de cavité également. Et ils ont un temps d'entraînement et après ils ont un post-test. Et le retour de cette publication, c'est qu'il y a une amélioration très significative des performances lorsqu'on les aide, lorsqu'on leur montre la technique sur le cochon vivant. Alors, je vais aller un peu plus vite. Pour faire de l'écho-endoscopie thérapeutique, il a été évalué qu'il fallait être performant dans la CPRE, qu'il fallait débuter par des drainages de pseudokystes lorsqu'on veut se former à l'écho-endoscopie avant de faire des gestes beaucoup plus compliqués, et les gestes plus compliqués de les démarrer sur l'animal vivant. À l'IHU de Strasbourg, il y a un centre qui permet de s'expérimenter, de s'exercer dans les techniques d'écho-endoscopie interventionnelle. Ça s'adresse à des écho-endoscopistes très expérimentés. L'écho-endoscopie thérapeutique est quelque chose qui nécessite des compétences en endoscopie interventionnelle. La courbe d'apprentissage est encore plus compliquée que l'écho-endoscopie diagnostique. Il faut savoir faire d'abord de la ponction, de commencer par les drainages. Les gestes les plus compliqués, ça doit rester entre les mains d'experts. Geoffroy en parlait tout à l'heure pour la technique d'anastomose gastro-jéjunale, qui est la technique la plus compliquée. La formation en écho-endoscopie commence par des cours théoriques, le compagnonnage, et 2 plaques tournantes en France et en francophonie. C'est le DU d'écho-endoscopie et le club francophone d'écho-endoscopie. Je vous remercie. Parfait, merci. Oui, donc les modèles dont tu parlais,
penses-tu que le diplôme pourrait, si on obtenait de l'argent, est-ce que le diplôme pourrait s'en acheter et en proposer, par exemple, rajouter une semaine de formation sur ces modèles? C'est une très bonne remarque, Laurent. Le retour justement du questionnaire qu'on a envoyé, quand on a vu qu'il y avait une demande de formation en éco-endoscopie thérapeutique, c'est quelque chose auquel on est en train de réfléchir avec Marc, de rajouter une session spécifiquement dédiée aux étudiants qui souhaitent se former à l'éco-endoscopie thérapeutique. Il faut savoir que tous les éco-endoscopistes ne vont pas faire de l'éco-endoscopie thérapeutique, donc il faut sélectionner les candidats qui souhaitent se former à cette technique et on est en train de mettre en place, pas pour cette année à cause de la crise Covid, mais très certainement à partir de la session suivante, une session qui sera ouverte aux éco-endoscopistes qui souhaitent se former à l'éco-endoscopie thérapeutique. Parfait. Je vous remercie tous les quatre. C'était très bien. Voilà, merci.